Julia, si tu es d'accord, Julia. Donc Parfait. voilà, Julia qui est chirurgien à Lyon. Donc on a eu l'occasion d'avoir une relation épistolaire très brève tous les deux. Et cette fois-ci, c'est une visio-relation avec beaucoup de monde. Et on te remercie d'avoir accepté de participer. Et puis après ça, on passera aux questions pour vous deux, questions et remarques. Merci. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole sur ce sujet vastement compliqué. Alors, c'est difficile de faire le contre après avoir eu le pour, mais intuitivement, quand vous m'avez demandé de faire le topo, j'avais pas, moi, personnellement, l'impression que la cannulation jugulo-carotidienne entraînait plus de complications. Donc, ça m'a été plutôt facile d'essayer de corroborer ces faits. Vous m'entendez tous bien, hein? Donc, si je récapitule vite fait, parce que pour replacer un peu le contexte, l'ECMO en dessous de 18 ans, c'est une progression de plus de 25% tous les 10 ans quand on regarde finalement les chiffres. Et avec l'expérience du Covid, c'est de plus en plus d'ECMO qui durent de plus en plus longtemps. Donc, c'est un vrai problème de savoir finalement quelles sont les complications neurologiques, parce qu'on sait tous que plus les ECMO sont posés pendant plus longtemps, plus l'apparition des complications neurologiques est fréquente. Au final, chez l'enfant, c'est 61% de survie. Donc, finalement, on a un bon résultat global avec deux écueils qui sont les ressuscitations et les indications cardiaques en néonat, où là, on est plutôt aux alentours de 40 à 50% de survie. Je me suis aussi intéressée à regarder quel était le matériel utilisé et finalement, on utilise près dans un 51% des cas des pompes centrifuges, sauf finalement dans les indications respiratoires néonates qui restent les indications les plus fréquentes en néonates puisque ça concerne tout ce qui est les hernies diaphragmatiques et tout le reste. 48% des indications finalement sont respiratoires, mais finalement la cannulation véno-artérielle, même dans les indications respiratoires, est prédominante dans la plupart des papiers, notamment en néonate. Donc finalement, on fait peu de VV à indication respiratoire en néonate dans la littérature globale, même si ce n'est pas forcément nos pratiques, puisque nous, on a tendance quand même à faire beaucoup plus de VV, soit avec des doubles courants, soit avec des doubles cannulations veineuses. Si on regarde les ECMO en dessous de 20 kg, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse pour la cannulation cervicale, ça c'est votre magnifique travail que j'ai eu la chance de voir, on s'aperçoit qu'effectivement, en néonate, en dessous de 20 kg, 35% des enfants sont cannulés en cervical et finalement la répartition dans votre papier était un tiers, avec au total près de 90% de cannulation cervicale en dessous de 20 kg, ce qui est parfait. Dans les ressuscitations, ce qui a pour réputation d'être beaucoup plus corrélé à des complications, à un taux de mortalité élevé, et finalement on s'attend à des complications neurologiques beaucoup plus sévères chez ces malades qui sont massés, qui sont en arrêt et sur lesquels on pose des ECMO dans des conditions très précaires. Finalement, j'ai été surprise de voir qu'ils avaient presque entre 80% et 85% d'évolution neurologique favorable pour ceux qui survivaient. Donc, finalement, ceux qui survivaient à ça, à long terme, avaient un bon développement psychomoteur et peu de retard d'acquisition, même si les papiers sur le long terme de ces enfants sont très, très rares. Donc là, finalement, je me suis dit, qu'est-ce qui entraîne 20% de complications en néonate, puisque finalement, c'est là où on pose le plus d'ECMO cervico-cervical, c'est tout petit, que ce soit pour des indications cardiaques ou des indications respiratoires. Et j'ai regardé un peu la littérature pour essayer de montrer que ce n'était pas forcément que le fait de cannuler en cervical qui était responsable de ces complications. Et si on regarde les études multivariées, appariées, puis finalement, on retrouve ce qui est globalement connu comme étant les contre-indications à l'ECMO, c'est-à-dire la prématurité en dessous de 34 semaines, même s'il y a des papiers qui sortent avec des prématurés qui ont été cannulés à 30 semaines, 31 semaines. Les poids inférieurs à 3 kg, même si là aussi le poids de la cannulation a tendance à diminuer vers des 2 kg, 2,5 kg. Et puis, bien entendu, les indications respiratoires, comme ce qui a été démontré, sont beaucoup moins grévées de complications neurologiques à court, moyen et long terme. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu et qui est bien montré.
Un grand facteur de risque, c'était l'acidose préopératoire et ce jusqu'à moins H6 avant la pose de l'ECMO, ce qui va conditionner finalement la gravité du malade. L'ECMO véno-artériel, toujours par rapport à l'ECMO véno-veineuse, probablement parce qu'il y a un abord artériel ou parce que les malades sont considérés comme plus graves, donc c'est peut-être une association des deux. Et puis aussi le fait qu'il soit ventilé en OHF, ça aussi j'ai retrouvé ça comme un facteur de risque chez ces nouveau-nés pour l'apparition des complications neurologiques. Ces complications neurologiques, quand on regarde finalement les papiers qui sortent dans la littérature sur les rapports CLS, c'est surtout au final de l'hémorragie intracrânienne. Ça représente la majorité des complications neurologiques immédiates ou à moyen terme. Elles représentent parfois jusqu'à 30% des complications et elles augmentent la mortalité globale puisque on voit que, par exemple, dans ce papier, sur ce tableau, dans les cannulations néonatales pour cause cardiaque, on passe de 11 à 28, ce qui augmente quasiment de 70% la mortalité du fait qu'il y ait eu une hémorragie intracrânienne. Donc, quand on regarde qu'est-ce qu'une hémorragie intracrânienne, on va tomber finalement sur pas mal de choses, pas mal de mécanismes physiopathologiques de ces hémorragies intracrâniennes, quelles qu'elles soient. Et on va surtout s'attaquer à tout ce qui est l'immaturité cérébrale et l'hémorragie intraventriculaire, notamment du prématuré et du très jeune enfant. Il faut quand même se rappeler que l'hémorragie intracrânienne reste une contre-indication quand elle est au-delà du grade 3 à l'ECMO chez le nouveau-né, que finalement, quand on fait un bilan avant la pose d'ECMO, 10% des enfants présentent un grade 1 avant la pose de l'ECMO, et sous ECMO, ces grades 1 évoluent dans la moitié des cas vers un grade 3. Tout cela est responsable d'une hypoxémie pré-ECMO sur la gravité des malades et probablement d'une hypertension systémique qui peut entraîner une hyperémie et cela peut conduire à des hémorragies qui s'aggravent, d'autant plus quand il y a 72 heures avant et 72 heures après l'ECMO. En fait, c'est les problèmes de la reperfusion cérébrale, de la remodulation cérébrale, de l'adaptation. On sait très bien qu'il faut un certain laps de temps, même une fois qu'on a posé l'ECMO, pour que toute la régulation cérébrale se mette en place. Bien entendu, la coagulopathie des enfants et notamment des nouveau-nés peut aggraver les situations, la nécessité de l'héparine, mais aussi l'immaturité hépatique et l'immaturité du système de coagulation. Dans la cannulation jugulo-carotidienne, donc comme on l'a dit, c'est à la fois respiratoire et cardiaque, mais ça reste la cannulation finalement la plus pratiquée, comme on a vu dans cette étude quand on a interrogé les chirurgiens nord-américains. Et finalement, ils cannulent de manière plus rapide et de manière plus aisée en cervicale, avec une très lourde expérience chirurgicale. Ça permet quand même, qu'on le dise, un bon support hémodynamique en véno-artériel avec des débits qui sont élevés. Ça a aussi un avantage, cette cannulation jugulo-carotidienne, dans la gestion de l'HTAP, encore plus chez le nouveau-né. Et bien entendu, il n'y a pas de reperfusion, même si tout peut se discuter. Et effectivement, des systèmes de reperfusion peuvent commencer à apparaître. La cannulation cervicale et la mauvaise presse par rapport à ce risque d'AVC ischémique du fait qu'on ligature la carotide interne et puis du risque embolique du fait de réinjecter directement dans la carotide et aussi du risque embolique à la décannulation quand il peut y avoir une prise d'air, un peu comme une manœuvre de Valsalva à la décannulation. La ligature de la carotide interne, ça a des incidences bien entendu. Beaucoup plus finalement chez l'adolescent parce qu'on ne sait pas bien et on a du mal à comprendre quand le polygone de Lewis ne devient plus perméable ou ne permet plus une suppléance droite-gauche. C'est assez flou de savoir, mais c'est vrai qu'on imagine que plus les enfants sont cannulés en cervicale, plus vieux, au-delà de 10-12 ans, moins on aura cette suppléance par le polygone. Se pose aussi la question du drainage veineux avec, quand vous mettez une canule dans la jugulaire, une stase veineuse.
mais j'ai rarement vu des problèmes à ce niveau-là. Mais ça peut se discuter, tout comme la stase veineuse en fémorale a été discutée par certaines équipes et a été prise en charge également. Donc finalement, il y a plusieurs choses qui techniquement peuvent expliquer que cette cannulation cervicale a mauvaise presse. Classiquement, hein, l'indication, une fois posée, l'incision, elle se fait par une cervicotomie. Vous voyez, hein, c'est des toutes petites incisions qui font 1 à 2 centimètres. Les rapports avec les repères, c'est le sternocleidomastoïdien et puis la clavicule. On essaye de se mettre 1 à 2 travers de droit au-dessus de la clavicule pour pas que les canules soient directement en contact et pour pouvoir être bien à l'aise sur la carotide et sur la jugulaire. Toujours penser à tourner la tête vers la gauche à l'installation et pouvoir prendre vos repères, même si en urgence, parfois c'est un peu fait de manière moins conventionnelle. On aborde, on dissèque, on va très vite tomber sur les vaisseaux, hein, on y est très rapidement. Les choses auxquelles il faut faire attention, bien entendu, c'est les petites collatérales, mais on arrive à avoir un saignement tout à fait modéré. On contrôle les 2 vaisseaux, on les met sur lac pour certains, même si personnellement je ne le fais pas, hein. Voilà. Et classiquement, la cannulation carotidienne se fait par une ligature de la carotide distale avec la carotide artérielle qui occlut totalement le vaisseau et qui est descendue jusqu'au niveau de la crosse sans aller au-delà dans la horte ascendante. Il faut toujours faire attention de la position, hein, d'être sûr de ne pas être en conflit avec l'ouverture de la valve aortique. L'idéal, c'est d'être juste au niveau de la crosse. Et puis la cannulation veineuse qui se fait à travers la veine jugulaire et qui est descendue dans l'oreillette droite pour avoir un bon drainage. C'est la même chose que la cannulation fémorale à l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de se placer avec une canule fémorale, une canule veineuse qui se trouve au niveau du pied de la veine cave inférieure. À la fin, on fixe tout ça, on ligature du coup la carotide en distalité et puis on referme. Ça, c'est la technique classique qui est décrite partout et qui est celle la plus analysée finalement. Et c'est celle qui, à mon avis, est la plus analysée pour tout ce qui est les complications neurologiques. L'alternative, bah, comme on en a parlé, c'est la voie centrale, mais la voie centrale, elle est principalement réservée pour le post-cardiotomie. Personnellement, dans les chocs septiques, j'utilise la cannulation centrale avec des bons résultats, même si les vrais chocs septiques et la définition des vrais chocs septiques qui nécessitent une cannulation centrale est à discuter, mais je pense que ça peut faire l'objet d'un autre topo. Mais effectivement, c'est ce que je fais pour avoir des débits élevés et diminuer les doses de drogue. L'alternative, c'est la cannulation fémorale, mais on sait tous que en dessous de 20 kg, cannuler un enfant, c'est compliqué. C'est pas tant la cannulation en elle-même, parce que finalement, on arrive à s'en sortir. C'est peut-être la reperfusion qui pose le plus de problèmes. Et là aussi, dans le papier où ils interrogeaient tous les chirurgiens, vous pouvez voir que beaucoup de chirurgiens faisaient appel à un chirurgien vasculaire pour poser la reperfusion ou pour enlever la reperfusion. Et il était bien montré dans le questionnaire que plus le chirurgien était jeune ou moins expérimenté, c'est-à-dire avec moins de 5 cannulations fémorales par an, il faisait de plus en plus appel à des chirurgiens vasculaires pour poser la reperfusion. C'est jamais une erreur de faire appel à un collègue, mais ça prouve que c'est pas aussi facile que ça. Le problème passé de la cannulation fémorale, de la cannulation cervicale, quelles sont les solutions? Parce qu'effectivement, la cannulation cervicale s'impose à nous de manière très régulière. Personnellement, je proposerais 2 choses purement chirurgicales. La première, c'est une technique hybride sans ligature de la carotide, c'est-à-dire un peu le même principe que les open Seldinger, c'est-à-dire un abord chirurgical où on met en évidence la face antérieure de la carotide et de la jugulaire. Et puis, on fait 2 contre-incisions, on tunnelise, on monte des guides comme un Seldinger et on descend les canules. Exactement le même principe qu'on fait en cannulation fémorale. Cela permet d'éviter la ligature de l'artère carotide. Donc, on peut imaginer que la canule artérielle n'étant pas occlusive, il y a peut-être un passage antérograde.
et donc s'affranchir de cette suppléance par le polygone de Willis. Ça facilite aussi la reconstruction de l'artère carotide qui doit être systématique, même si effectivement les mêmes papiers qui ont été cités précédemment montrent que ce n'est pas forcément le cas. Moi, je pense qu'il faut reconstruire en permanence la carotide et effectivement, avec cette cannulation qui est finalement une cannulation latérale et pas terminale, occlusive, la reconstruction de l'artère carotide est relativement facile, même chez le tout petit, avec des petits vaisseaux. J'ai une fois reconstruit une veine jugulaire. C'était une ECMO cervicale qui avait été posée dans un contexte de pneumopathie chez un enfant qui a dû bénéficier d'une chirurgie de fond de teint. Donc, ça me paraissait important de lui reconstruire sa veine jugulaire pour le montage de fond de teint ultérieur. Mais ça n'est pas fait à titre systématique. Donc, répondre à la question, la cannulation est-elle associée à plus de complications neurologiques? J'ai envie de dire non, je ne pense pas que ce soit la cannulation en elle-même qui entraîne plus de complications. C'est juste que les malades, quand ils nécessitent cannulation cervicale, sont des malades lourds, difficiles, souvent des malades néonates dont on connaît la fragilité neurologique. Peut-on l'éviter? Alors, peut-on éviter la cannulation cervicale? On a vu que non dans bien des cas. Peut-on éviter les complications neurologiques? Il faut espérer qu'on puisse et il faut travailler là-dessus. Il y a eu toute une mode de l'hypothermie sous ECMO qui a été arrêtée, qui a tendance à revenir. Peut-être c'est des choses qu'il faut rediscuter, revoir. Quelles sont les alternatives? Effectivement, peut-être qu'une technique où sans absence, sans ligature à l'extrémité distale de la carotide est une bonne solution. En tout cas, moi, dans ma pratique, je n'avais pas l'impression que nos malades avaient plus de complications neurologiques que les autres. Sur les complications neurologiques, bien entendu, surveiller les malades, les surveiller une fois que l'ECMO est démarré, ça c'est une évidence, mais aussi faire un bon bilan en amont, si on a le temps, si on peut, si on n'est pas dans un contexte d'urgence, parce que ça peut révéler pas mal d'autres soucis après la pose de l'ECMO. Et puis, il faut continuer à travailler, peut-être effectivement harmoniser les pratiques et comparer peut-être des choses tout en se disant que compte tenu de la largeur des populations de chaque centre, on n'arrivera pas à avoir des données significatives si on ne regroupe pas les données. Je vous remercie et puis j'attends vos questions. Merci beaucoup pour ces deux présentations complémentaires qui ont fait la part aux aspects positifs, aux aspects négatifs, aux alternatives possibles. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui ont des questions. Moi, j'avais une remarque en fait sur la question de cette présentation. Peut-on l'éviter? On a vu toutes les. C'est un sujet éminemment complexe parce que, comme l'a dit Alexis, moi je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de phénomènes d'hypoperfusion cérébrale qui sont liés à l'ECMO véno-artériel avec des redistributions de flux. On voit que quand on fait des dopplers transcrâniens et des dopplers cérébraux, finalement, on a une perfusion de l'artère cérébrale moyenne. Donc, on sent bien que ce n'est pas forcément que la cannulation carotidienne qui explique tout ça. Et puis, on voit aussi dans les données de la littérature que les AVC ne sont pas toujours unilatéraux. Donc, c'est vraiment des mécanismes systémiques. Et il y a probablement, d'ailleurs, les données aussi vont dans ce sens, les facteurs préalables à l'ECMO qui sont des éléments majeurs qui vont induire des lésions. Mais en fait, ce qu'on n'a pas abordé, c'est finalement, peut-on éviter l'ECMO véno-artérielle? C'est-à-dire, finalement, peut-on ne pas mettre d'ECMO artérielle, mais mettre une ECMO véno-veineuse? Et ça, je pense que c'est des choses qui doivent en tout cas se réfléchir de plus en plus. Il y a quelques années, on n'avait effectivement pas beaucoup d'alternatives à l'ECMO véno-artérielle sur un plan technique chez le tout petit, parce que la cannulation fémorale, on en a parlé, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Il y a des techniques d'assistance partielle, des techniques à double canule. On est capable aussi maintenant de mettre des abords veineux fémoraux qui permettent de l'ECMO véno-veineuse continue chez des nouveau-nés. Et moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est peut-on éviter de mettre une ECMO véno-artérielle? Y a-t-il vraiment une indication à l'ECMO véno-artérielle? Et l'HTAP, par exemple, n'est pas une indication absolue.
On sait que si la HTAP, elle n'entraîne pas de défaillance cardiaque majeure, l'assistance veineuse, par l'apport d'oxygène, va aussi suppléer, aider à l'HTAP. Et donc, peut-être qu'il y a déjà des patients pour lesquels on pourrait proposer une assistance veineuse en première intention, même chez les nouveau-nés. Je suis bien d'accord sur ça, hein, de dire cette frontière entre le véno-artériel et le véno-veineux, elle est très complexe. Euh, Par exemple, quand vous prenez le cas de la coqueluche, si vous regardez la littérature, il y en a autant qui sont assistés en véno-veineux qu'en véno-artériel. Et c'est vrai que ça soulève des questions. Sur l'HTAP, je suis là aussi tout à fait d'accord. Et assister en véno-veineux peut être une très, très bonne solution. Il y a des récents papiers qui sortent avec des cannulations fémorales sur les moins de 10 kilos. Donc, c'est tout à fait possible de faire une cannulation, une double cannulation, donc jugulo-fémorale, sur de la cannulation veineuse pure. Et en plus, tout ça peut se faire en percutané avec un double abord avec l'anesthésiste qui pique la jugulaire et qui descend la canule en haut et le chirurgien qui aborde en bas parce que ça peut être aussi fait en abord chirurgical, en open Teldinger ou tout percutané. Donc, on a maintenant des techniques, on a des solutions, on a des canules qui sont adaptées. Effectivement, chez l'enfant, c'est comme chez l'adulte. Finalement, canulé en fémoral, en veineux, on y arrive quasiment toujours. On a toujours des vaisseaux qui sont beaucoup plus gros. C'est la cannulation artérielle qui nous pose un problème en fémoral. Mais, et après, passer du véno-veineux à l'artériel, là aussi, c'est possible. Il y a toujours un moyen de switcher. Récemment, j'ai été appelée en urgence, c'est à l'hôpital d'en face, hein, donc pour nous, c'est du MAC. L'indication primaire, c'était une véno-veineuse. Et puis, on a switché pendant l'intervention en véno-artériel, en cervical. Voilà, on était parti sur une double courant et puis finalement, donc on peut passer de l'un à l'autre, on peut passer du véno-artériel à l'artério-veineux. Euh, voilà. Il ne faut pas se dire parce qu'on a cannulé en véno-artériel, parce qu'on était à l'extérieur par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui préfèrent cannuler en véno-artériel quand ils sont en UMAC. Une fois rentrés à la maison, on peut rediscuter, on peut recannuler. On peut remonter des guides, on peut aussi cannuler sur guide, recannuler sur guide, tout est faisable. Il y a des questions sur le chat. J'essaie de. À quel poids le cut-off priming au sang versus cristalloïde? C'est un peu pareil que la CEC, je dirais que 10 kilos, ça me paraît difficile de faire en dessous de 10 kilos, ça me paraît difficile de faire du cristalloïde. Donc là aussi, ça implique de commander des poches, d'être prêt, d'être préparé, d'être entraîné, d'avoir le matériel, d'avoir des circuits avec un réchauffeur, parce que vous ne pouvez pas démarrer une ECMO chez un bébé de 2,5 kg, 3 kg avec du liquide froid. Voilà. Donc finalement, c'est pas tant l'abord chirurgical, c'est pas tant le fait de cannuler deux vaisseaux, c'est tout ce qui va autour. C'est le matériel, c'est la gestion, c'est le démarrage de l'ECMO, c'est le débit, c'est voilà, c'est tout ça. Une autre question, les complications neuro ont-elles quand même tendance à survenir du côté de la cannulation? En tout cas, dans l'expérience de Trousseau, et c'est aussi les données qu'on voit dans la littérature, c'est assez homogène, hein. Il y a à peu près en moyenne un tiers de lésions hémisphérique gauche, un tiers à droite, et puis le reste bilatéral. Donc, il n'y a pas une systématisation qui est vraiment en faveur d'une latéralisation du côté de la canule. Utilisez-vous des canules de drainage cervical supplémentaires en plus pour limiter la stase veineuse cérébrale? Personnellement, non, je l'ai jamais vu faire, je l'ai jamais utilisé. Bon, donc ça fait référence apparemment à une publication moi, que je ne connais pas. Et, bon, je voulais me faire un petit peu l'avocat du diable. Effectivement, là, on a eu l'occasion donc d'analyser un grand nombre de données ELSO. Et puis, comme on fait beaucoup de neuromonitoring aussi, on s'aperçoit quand même des grosses limites de ces études. Et notamment du fait de mettre un lien entre un type de cannulation et des complications neurologiques, ça ne veut pas du tout dire que si on faisait différemment, on ferait mieux. Je prends l'exemple des hernies diaphragmatiques. L'étude qui a été citée, on s'aperçoit que finalement, quand on fait l'analyse, donc c'est une étude rétrospective,
Alors, les limites, elles sont essentielles. On trouve évidemment beaucoup plus d'événements neurologiques aux patients qu'on monitore qu'aux patients qu'on ne monitore pas, puisque dans LSO, un événement neurologique, ça peut être une convulsion, par exemple, sous ECMO. Mais donc, dans un centre qui fait du monitoring EEG continu sous ECMO ou dans un centre qui n'en fait pas, évidemment, l'incidence des complications neurologiques n'est pas la même. Si on a une attitude de monitoring beaucoup plus poussée chez un patient en veine artérielle qu'un patient en véno-veineux, on va évidemment trouver la même différence. Alors, cette étude, elle est intéressante puisqu'on s'aperçoit, par exemple, que le moment de la cannulation avant ou après la chirurgie va modifier finalement l'association au risque neurologique. Alors, comment est-ce qu'on explique que le timing de la cannulation influe sur le risque de complications neurologiques liées à la position des canules si ça n'était lié qu'à la position des canules? Donc, c'est des questions qui sont compliquées. Et autre exemple dans cette étude aussi, le fait de se tromper et de passer de VV à VA dans la hernie diaphragmatique est non seulement associé à du risque neurologique, mais aussi à une surmortalité qui est évidente, évidemment, puisque la dégradation d'un patient en VV pour une hernie qui nécessite de passer en VA est évidemment un événement dramatique. Donc, c'est juste pour dire que le débat, il n'est pas si simple dans ces, et que ces enquêtes rétrospectives, elles ont des limites. Et effectivement, le fait, par exemple, qu'on voit des AVC ipsilatérales ou contralatérales un peu avec la même fréquence, c'est aussi un questionnement quand même sur finalement l'incidence de ces problèmes de Willis. Puis, enfin bon. L'autre chose, peut-être pour rebondir sur les états de choc septique, certes, il y a des études qui montrent un avantage à la cannulation centrale. Donc, c'est vrai que les chocs septiques, ils ont certainement besoin d'un peu plus de débit. Et ils ont aussi certainement des troubles de la coagulation et des CIVD qui vont favoriser les AVC, déjà en tant que tel dans toute la population. Pour autant, est-ce qu'on peut envisager en UMAC ou même dans le service en grande urgence, d'aller faire des sternotomies et des cannulations centrales chez des patients qui ont une CIVD majeure avec 30 000 plaquettes et 10% de TP? On s'aperçoit aussi que c'est des patients qui ont un surrisque majeur de saignement au point à l'ouverture chirurgicale et que finalement, il n'est absolument pas certain qu'on améliorerait le pronostic, y compris neurologique, de ces patients en changeant la stratégie de cannulation. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, Julia, mais C'est le problème, l'alternative, elle est loin d'être évidente. c'est un peu la quadrature du cercle. C'est que quand on choisit une technique, on a les avantages et les inconvénients, et quand on en choisit une autre, voilà. Effectivement, la cannulation centrale est connue pour les reprises hémorragiques, elle est connue pour augmenter le saignement. Après, personnellement, je pense que si vous avez un enfant, et ça je l'ai toujours dit, qui nécessite une ECMO, il vaut mieux, si vous ne savez pas faire ni en fémoral ni en centrale, ou en cervical, il vaut mieux mettre une ECMO en centrale et après on voit que de rien faire. Mais c'est sûr que dans notre pratique, à part en post-cardiotomie ou comme je disais, dans les grands chocs septiques, mais à ce moment-là, c'est pas fait en urgence, c'est pas fait en salle de garde, c'est fait au bloc dans des conditions particulières. C'est des malades qui sont déjà hospitalisés, qui sont déjà monitorés. Après, dans la littérature, on peut tout voir aussi. J'ai vu passer des papiers qui montraient que finalement, le développement neurocomportemental des enfants hospitalisés en réa néonate était le même qu'ils aient eu une ECMO ou pas. Euh, voilà, c'est. Et puis après, là encore, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de papiers qui parlent de complications neurologiques sans faire la différence entre les AVC ischémiques, les AVC emboliques, les hémorragies, les convulsions. Moi, ce que j'ai appris, c'est que les convulsions sont toujours mauvais signe. Un malade sous ECMO qui convulse, c'est pas une bonne chose, c'est pas une petite complication, c'est souvent le prémisse de quelque chose de beaucoup plus grave. Les Doppler, effectivement, nous, on le fait au quotidien et voire de manière multiquotidienne. Euh, c'est pas prédictif de l'évolution. C'est un mauvais signe si ça passe pas. Si ça passe, on peut pas être rassuré non plus. Finalement, bon, on a beaucoup de questions, mais des certitudes, je sais pas. Pour un peu rebondir sur ce que tu disais, Pierre, sur les types d'assistance, effectivement, je pense que chez la question des modalités d'assistance, est-ce que c'est carotidien, est-ce que c'est fémoral, quel est l'impact réel sur le devenir neurologique? J'ai quand même tendance à me dire que ces patients qu'on va mettre sous ECMO, quelle que soit leur étiologie, parce que c'est des patients qui sont instables, donc qui ont une hémodynamique altérée,
qui ont une hypoxémie pour les patients respiratoires. D'aller mettre une canule dans la carotide, ça influe forcément sur la perfusion cérébrale, et ça, on le voit par les études qui ont montré le monitorage de la NIRS. Et donc, sur un cerveau que je considère moi comme cérébro-lésé, ou en tout cas à risque d'être cérébro-lésé, une cannulation carotidienne qui va impacter brutalement sur la perfusion cérébrale, ça ne peut pas avoir que des effets bénéfiques. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut éviter à tout prix ça? Sur du véno-veineux, il y a quand même beaucoup de données maintenant qui montrent qu'il y a moins d'accidents, que ce soit dans les données adultes ou même que ce soit dans les séries. Nous, dans notre expérience, quand on avait des assistances uniquement respiratoires pour les inhalations méconiales du tout petit et qu'on n'avait pas besoin de changer de modalité, on avait quand même moins de risques neurologiques. Donc, on a quand même l'impression que si on peut rester dans cette case-là, c'est mieux. Et après, si on ne peut pas rester dans cette case-là, effectivement, peut-être que la vraie discussion, c'est centrale ou VA. Si on dit que pour les tout petits de moins de 20 kg, faire du fémoral, ce n'est pas vraiment faisable. La discussion, elle est peut-être là-dessus. Est-ce qu'il faut aller plus vite sur du central et éviter la carotidienne? Oui, tout à fait. Je crois que c'est vrai que le débat était plutôt central versus cervical pour dire a-t-on vraiment une vraie alternative. VV, je crois qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de VV. C'est vrai que la hernie diaphragmatique reste quand même une situation un petit peu particulière dans les indications respiratoires. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, avec quand même vraiment, on n'a pas l'impression, je me trompe peut-être, qu'il y ait vraiment une place très, très grandissante, en tout cas pas de manière exponentielle du VV. Moi, je suis assez d'accord que quand on commence à discuter des cannulations, des ECMO dans le service, moi, j'essaie toujours d'influencer vers le VV. Et puis, en fait, c'est vrai qu'assez souvent, le temps de cannuler, on se retrouve dans des conditions tellement critiques que, eh ben, qu'on les cannule en VA, ces malades-là. Et bon, on a eu l'occasion d'en discuter d'ailleurs ensemble de certains cas, hein, pour qui derrière on a fait des transitions en VV. Mais c'est un débat particulièrement compliqué dans la hernie, c'est l'est moins dans l'inhalation méconiale, etc., bien que les problématiques de transport qui ont été évoquées et de stabilité des canules avalone dans les transports puissent être un problème. Cela dit, on essaye de revenir là-dessus. Et puis, on a cannulé là, des un petit peu plus grands avec des doubles lumières, quand même en transport, même en UMAC. Et ça s'est pas mal passé. Et donc, ça, on reviendrait peut-être sur ce dogme de faire du VA quand on est à l'extérieur. Mais... Oui, vous pouvez répondre aux questions là qu'on vient de voir, celle de François Lyon qui parle de Fort-de-France, et puis la réponse qui est faite par Xavier Beretta qui est ouais. à Bruxelles. Alors, pardon, oui, François, bonjour d'ailleurs. Alors, quel modèle de canule pour une ECMO VV jugulo-fémorale en percute chez un nouveau-né de 3,5 kg? Alors ça, je vais laisser Pierre-Louis peut-être parler de ça, et c'est eux qui est la plus grande. On a essayé de publier une petite série de 6 cas qu'il n'a pas réussi à publier avec Jérôme, puisqu'on a fait nous aussi effectivement 2 cas d'ECMO VV jugulo-fémorale néonatale qui se sont bien passés. Je pourrais vous faire passer des photos d'ailleurs. Pierre-Louis? Oui, je peux répondre, ou Eric, si tu veux parler sur pour la marque, les canules, celle dont on parlait tout à l'heure, là, la marque, j'ai oublié le nom exact, mais Freestyle. Voilà. Donc, c'est ces canules-là qu'on utilise pour les cannulations chez les tout-petits. Au départ, on utilisait des cannulations chirurgicales en véno-veineux, même chez les tout-petits, et maintenant, on utilise celle-là en percutané aussi. On essaye toujours en percutané, on mesure à l'écho d'abord, on essaye toujours en percutané. Sinon, en chirurgical, on descendait en véno-veineux aussi à 3 kg maintenant. Enfin, c'est plus une limite maintenant pour nous. On essaye toujours, si on a une indication vraie de véno-veineux, on essaye toujours la cannulation véno-veineuse. Ouais, alors, je vous rapporter fémoral, on peut réussir à mettre des 8, hein, c'est ça, 8, 10 en fémoral, oui, on est même descendu plus bas parfois. Hein, c'est de la réinjection qu'on met en fémoral, du coup. En véno-veineuse, sur les doubles canules, on draine en jugulaire, parce que c'est la plus grosse canule, et on réinjecte en fémoral. Donc finalement, on a réussi à mettre des 8. Parfois, on est descendu jusqu'à 6, hein, je crois, le plus petit patient. Et on a réussi à tourner quand même sur ces patients-là avec ces canules de réinjection. Donc, une expérience, l'équipe de Trousseau nous avait suggéré un relais VA par VV, et du coup, en conservant
la canule de drainage jugulaire et en additionnant donc une canule de réinjection fémorale chez un nouveau-né. On a été assez sceptiques, particulièrement, je dois dire, l'équipe chirurgicale, parce que moi, je fais confiance à mes collègues réanimateurs, mais d'aller canuler la veine fémorale d'un nouveau-né. C'est vrai qu'il a eu la jambe bleue pendant quelques heures, mais surélevée, la jambe s'est parfaitement reperfusée. Et ça a très bien fonctionné. On l'a utilisé une deuxième fois avec, par contre, une difficulté chirurgicale d'insertion quand même de la canule, peut-être un manque d'expérience. On était obligé d'insister le second Scarpa. Et et la patiente a fait un choc infectieux quand même à J2, je crois. Et malheureusement, on n'est pas repassé en VA à ce moment-là. C'est pas une canulation très c'était... facile. Hein. Non, C'est tout petit manifestement, ça n'a vaisseau. pas été simple. Hein. Ouais. C'est pas très facile, mais c'est faisable. Mais après, c'est une canulation un peu technique. L'artère Ouais. est juste à côté, elle est fragile. C'est un peu compliqué. Mais c'est faisable. Ça peut quand même se Ouais. tenter. Oui, vous avez vu ce qui est noté par l'équipe de Bruxelles. Leur expérience est intéressante. 25 patients en Avalon, 13-16, avec peu de complications neurologiques. On se posait la question tout à l'heure, Pierre-Louis, de savoir si c'était encore quelque chose d'utilisé fréquemment ou bien est-ce qu'il y avait une baisse des doubles courants. Mais manifestement, là, ils ont une Alors, expérience. c'est très équipe, expérience équipe. Hein. Y a de tout. Les Anglais, dans la littérature, ont publié une grosse série il y a quelques années et ils concluaient que finalement, ils avaient arrêté pour des questions de complications graves, rares mais graves, un type de perforation de l'oreillette. Nous, on a eu ce type de complications sur les avalons des tout petits, avec des déplacements de canules, des perforations et donc nécessité d'aller au bloc. Ça nous a un peu refroidi. Donc ça, c'est sur l'utilisation, en particulier chez le tout petit. Et puis, ce qui nous a aussi refroidi, c'est l'utilisation dans les SDRA très sévères. Effectivement, SDRA très sévère avec des poumons blancs, pas de fonction respiratoire. On est souvent avec l'avalon un peu limité en débit et ça s'apparente un peu à une assistance partielle. Et c'est un peu comme ça que le voient maintenant les adultes. Dans beaucoup de centres, ils l'utilisent comme une assistance partielle qui a sûrement une bonne place dans la décarboxylation de l'asthme aigu grave ou la décarboxylation du muco qui va avoir besoin d'aller à la transplantation. Chez le tout petit, moi, je vois encore la place pour les vraiment tout petits, type 2,5 kg. On est allé sur une UMAC il y a 2 ou 3 ans. D'une petite qui faisait 2,5 kg et qui avait une inhalation méconiale, ce qui est une bonne indication du véno-veineux. Et puis 2,5 kg, ça nous paraissait en UMAC difficile d'imaginer une double cannulation avec une veine fémorale. Et donc, on avait essayé une Avalon 13 et comme c'était un petit poids, on avait des bons débits. Et on avait fait ce transport, en plus, c'était le premier transport avec l'Avalon. Donc oui, il y a peut-être une place, mais c'est vrai que si le malade est très grave, on est embêté. Et alors clairement, la conversion d'une Avalon sur une assistance VV avec 2 canules, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous mettez une canule de réinjection en fémorale. Et donc, comme la canule de drainage, elle est déjà, elle est déjà loin, en fait, vous tournez en circuit fermé, donc ça ne marche pas du tout. Donc, il faut convertir soit en VA, soit changer la canule à ballon. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place. Il y a clairement des expériences dans certains centres qui sont très en faveur de ça. Et d'ailleurs, Pierre, tu avais une expérience aussi sur ce type de cannulation qui était favorable. Je crois qu'il faut se trouver les indications en fonction du bon patient et c'est chaque centre qui doit définir comment il envisage les choses. Oui, c'est pareil sur Bordeaux, on avait pas mal d'expérience avec ces canules-là et avec des bons résultats qui se rapprochent un peu de ce que les Belges ont noté, oui, tout à fait. Même sur des 3 kilos. Les avalons, elles ont mauvaise presse parce qu'elles demandent un positionnement bien Très maîtrisé. Il faut bien que ça soit face à la tricuspide. Il faut bien connaître. C'est pour ça que je pense qu'elles ont mauvaise presse. Après, faire des gros débits dessus sur des enfants qui font 5-6 kilos, c'est compliqué. Euh, voilà. Il faut savoir qu'on a du mal à monter au-delà de 80% des débits sur des avalons. En plus, il y a la 13 et la 15. Ça ne fait pas beaucoup de choix en termes techniques. Mais nous, on a pas mal d'expérience. On en a beaucoup posé. Effectivement, dans tous les SDRA, dans toutes les indications respiratoires, même en déplacement, depuis la HFME qui est l'hôpital qui est en face de nous, ça nous a bien aidé. Voilà. Une fois, je suis passée d'une avalon à une véno-veineuse sur guide. Voilà, c'est challenge.
OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas loin de conclure. Ouais, il est l'heure. Philippe, on va avoir une bonne conclusion parce que c'est pour un prochain rendez-vous. Oui, tout à fait. Si vous êtes d'accord, on pourrait tous commencer à travailler ensemble sur le prochain Club ECMO qui aura lieu, tu l'écris d'ailleurs sur ton tableau, qui aura lieu à Bordeaux en présentiel. Donc, ça serait un grand événement. Ça serait vraiment un grand plaisir de pouvoir tous se retrouver sur 2 jours comme on a déjà fait précédemment. Une journée de formation gérée par principalement Pierre et puis Pierre-Louis. Nicolas, qui font ça remarquablement bien, Lionel, Berthomieux aussi, et quelques autres. Et puis, une journée le lendemain, une journée de session sur toute une série de thématiques. Il y a des idées en cours, mais n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous paraissent oubliées dans nos différentes présentations, c'est le moment, et de façon à ce qu'on ait le temps de construire une session tonique et intéressante. Donc, on vous tient au courant régulièrement. D'une part, il y a le site Arcotova, mais il y a aussi sur LinkedIn, il y a un club Ecmopédia, sur Twitter aussi. Et puis, on pourrait peut-être étoffer notre WhatsApp de façon à ce que tout le monde puisse communiquer, apporter ses idées et puis aussi poser des questions, qu'il y ait des débats, qu'on discute. Donc, voilà, il y a encore plein de choses à faire sur Club Ecmo. Et on va conclure en vous remerciant tous de votre participation. On croise les doigts parce qu'on n'a pas eu de bug, on a très bien entendu tout le monde. Voilà. Et vous pourrez retrouver sur le site arcotova.com le replay. Et je pense particulièrement à Nico, qui pendant que Pierre Bourgoin travaillait, Nico était au fourneau en train de travailler sur une urgence, c'est ça? Et donc, il va pouvoir assister au replay de cette réunion. Et donc, vous pouvez transmettre aussi cette information à d'autres. Vous pouvez le suivre tous les clubs ECMO. C'est en vidéo en permanence sur le arcotova.com. Vous pouvez revoir des sessions d'il y a 2, 3 ans. Tout est en ligne. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous les intervenants encore une fois. Et merci à toi, Philippe, d'avoir organisé encore une fois avec brio Ça marche tout seul. je pense, encore un nouveau succès. Ça marche tout seul. On était plus de 130, 135 inscrits et en permanence, ça tournait sur le site à 60 personnes connectées, mais ça tourne beaucoup, hein. On voit les gens se connectent, déconnectent, ils vont prendre un café, surtout si c'est ouvert, ils vont prendre une bière maintenant, ils reviennent. Et donc, non, ça suit bien et c'est plutôt assez sympa. On arrive à faire des choses où il y a un bon suivi, c'est bien. On salue tout le monde. Merci à vous tous. Et puis à fin novembre pour le prochain Club ECMO. Salut Bernard Kretman. Salut Bernard. À bientôt. Bonne fin de soirée à tous.